C'est au plateau désertique où la pluie maligne se joue de la patience des hommes. Mais Mohamed a promis aussi qu'il reviendrait bientôt et ramènerait la mer. L'histoire commence dans cette modeste échoppe du village d'Afabet. Aujourd'hui, Saïd est un père heureux. Son fils Mohamed travaille à ses côtés. Mais ils savent tous les deux que ce bonheur ne va pas durer. Déjà, la maison familiale bruise de toutes les inquiétudes. Mohamed va partir. Au début, quand Mohamed m'a annoncé qu'il voulait partir travailler sur la mer, je n'étais pas content. Et puis, j'ai repensé à ma vie de paysan, qui était si dure. Et j'ai accepté qu'il apprenne le métier de pêcheur. Ce qui importe pour moi, ce n'est pas que mon fils s'éloigne, c'est qu'il profite de cet éloignement. Quand j'ai choisi d'apprendre la pêche, je n'y connaissais rien du tout. J'ai dit que je voulais faire ça sans savoir ce que c'était. Mais après, je me suis dit, tant que tu es sur la mer, tu ne peux pas mourir de faim. L'être humain ne peut pas se passer de la mer. « 10 heures de trajet à travers le pays pour rejoindre la mer, apprendre à la connaître et changer de vie. 10 heures de trajet pour honorer le serment de la mer Rouge. Mohamed fait partie de ces jeunes des montagnes que l'Érythrée a choisis pour en faire des pêcheurs. Car ce pays s'étend sur 1000 km de côtes poissonneuses, il espère bien trouver dans la mer Rouge la nourriture qu'une terre aride et rocailleuse lui refuse depuis toujours. La mer Rouge, Bouba en connaît les moindres recoins. 30 ans qu'il la sillonne à la barre de son vieux sambouc, aujourd'hui pour gagner sa vie, hier pour la sauver. Car avant c'était la guerre en Érythrée, sur la terre comme sur la mer. J'étais pêcheur quand la guerre est arrivée et j'ai dû m'arrêter de pêcher. Je faisais la guerre. Avec ce bateau, je transportais de la nourriture pour les combattants blessés. On attaquait aussi les bateaux de guerre ennemis, mais avec des bateaux plus petits et plus rapides que celui-ci. La guerre, elle a duré 30 ans. En 1942, l'Érythrée passe du joug colonial italien à l'administration britannique. Elle est alors fédérée à l'Éthiopie. Mais en 1962, l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié décide de l'annexer purement et simplement. Le Négus offre ainsi à son pays l'indispensable débouché sur la mer Rouge. La lutte armée s'embrase. 2 millions d'Érythréens entrent en résistance contre la plus grande armée d'Afrique noire. En 1974, le colonel Mengistu s'empare du pouvoir et impose une dictature marxiste-léniniste en Éthiopie. L'espoir renaît en Érythrée. Mais le Négus rouge intensifie la guerre contre les fighters, les rebelles indépendantistes. 1977, l'Union soviétique entre dans le conflit. Elle choisit le camp du plus fort, l'Éthiopie. Le monde entier se tait, les fighters se sentent bien seuls dans leur lutte pour l'indépendance. Une lutte
Sénégal où 50 000 Érythréens perdront la vie. Il faudra attendre la fin de la guerre froide et le retrait de l'armée rouge pour que le petit poucet érythréen remporte la victoire finale sur son imposant voisin. En 1991, le drapeau érythréen flotte enfin dans le pays aux couleurs du sang versé, de l'agriculture et de la mer retrouvée. L'Érythrée est libre, l'Érythrée est indépendante, mais l'Érythrée est détruite, ravagée par 30 ans de guerre. Massawa, la ville symbole, la ville martyre. La bataille de Massawa, décisive, a provoqué la destruction de cette cité lagunaire. Le palais du Négus trône comme une pièce de musée, vestige d'une époque révolue. Usines, routes, habitations, tout est à reconstruire. L'ancienne gare de Massawa accueille tous les laissés pour compte, victimes de la guerre. Osman en fait partie. Osman était pêcheur. Il avait 2 bateaux qui lui permettaient, tant bien que mal, de faire vivre sa famille. Pendant 18 ans, il y avait tout le temps la guerre. Alors on travaillait de nuit, on ne pouvait pas sortir pendant la journée. Et on travaillait toujours au même endroit. Et puis un jour, tout s'est arrêté. Son bateau s'appelait J'implore Dieu. Il n'en reste qu'un squelette que recouvre la marée. C'est un bombardement qui a détruit mon bateau. Les Éthiopiens ont attaqué, ils nous ont encerclés et nous ont dit de ne pas bouger. Les avions ont bombardé la zone et on s'est finalement enfui de l'autre côté. On est resté caché 9 jours et quand on est revenu, il n'y avait plus rien. Osman était capitaine. Il était fier d'embarquer à son bord des jeunes marins. Désormais, c'est lui qui embarque sur le sambouc des autres. Fini la pêche, il travaille au jour le jour pour livrer des marchandises sur les côtes de la mer Rouge. Avec mon bateau, j'ai perdu mon métier. Et comme je n'ai plus de travail, je suis obligé de travailler pour les autres. Avant, je gagnais 4 fois ce que je gagne. Maintenant, je dois me contenter d'un salaire de misère. Osman a 50 ans. Et déjà, il traîne son passé comme un poids trop lourd, comme si le temps s'était arrêté. Un jour de février 90. Pour Mohamed, en revanche, une nouvelle vie commence. Ils sont bien loin, les hauts plateaux du Sahel, son père et toute sa famille. Avec ses copains venus comme lui des montagnes, il habite désormais à Massawa, pour un stage de 5 mois qui fera d'eux des pêcheurs. La ville qu'il découvre retrouve peu à peu l'aspect que les Turcs lui donnèrent il y a 4 siècles. Les bombes et l'usure du temps n'ont pu effacer les arabesques de ses façades. Depuis 3 ans, depuis l'indépendance, c'est tout un peuple qui s'est remis à vivre. Et les grutiers du port de Massawa, du haut de leur promontoire d'acier, ils en ont vu des changements. Longtemps immobiles et silencieuses, les antiques grues de déchargement se sont remises à geindre sous l'effort et 1000 emplois ont été créés. Déjà, ce port qu'il domine est trop étriqué pour accueillir les cargos qui se prestent à sa porte.
même si le débarquement de l'aide alimentaire reste encore son activité principale. Plus surprenant, la venue régulière de bateaux éthiopiens. L'Érythrée accepte de partager ses accès à la mer avec l'ennemi d'hier. Le sel de la vie. Ce sont les Italiens qui, en 1875, ont construit ici les plus grands marais salants d'Afrique. Mengistu ne devait pas aimer le sel et surtout pas celui d'Érythrée. L'un après l'autre, les 25 champs ont été abandonnés. La guerre a fait le reste. Mais là encore, on reconstruit, on nettoie, on assainit et la production reprend. Bientôt, le sel d'Érythrée se répandra à nouveau sur tout le continent africain. Pendant des décennies, il a été acheminé vers l'intérieur des terres par cette étroite voie ferrée. 300 km de rails, à l'abandon depuis 20 ans. Pour l'instant, cette locomotive lilliputienne ne redonne vie qu'à quelques kilomètres de cette ligne endormie. Mais elle dessine surtout un sourire sur les lèvres de son ancien mécano. Oui, j'en ai rêvé de ce train, forcément. On n'a pas pu s'empêcher d'y penser. On a toujours gardé l'espoir de le voir repartir, comme aujourd'hui. Ah oui, je suis heureux. Je suis vraiment très heureux. Je retrouve le travail de ma jeunesse. Détruite elle aussi. L'usine à glace. Le cœur de Massawa, ou celui de ses pêcheurs, qui s'est remis à battre. Depuis 3 ans, la livraison journalière de pain de glace rythme à nouveau la vie du port de pêche. Aujourd'hui, c'est jour de sortie pour nos apprentis pêcheurs. Au programme de la journée, les techniques de pêche. Les départs en mer, Mohamed commence à s'y habituer et même à y prendre goût. Lui, que tout destiné à devenir paysan, comme son père et comme le père de son père. Mais la guerre en a décidé autrement. Avec ses airs de campagnard naïf, Mohamed s'est parfaitement fondu dans le rôle d'espion que lui avait confié la résistance. Et il a découvert qu'on pouvait gagner sa vie autrement qu'en s'épuisant sur la terre desséchée d'Alphabet. Quand j'ai eu la chance de pouvoir apprendre à pêcher, mon père a été finalement très heureux. Parce que l'agriculture est beaucoup trop dépendante de la pluie. Des fois ça marche, des fois pas. Alors que la mer, c'est une ressource permanente. C'est vrai qu'au début, c'est difficile de s'habituer à ce métier. On se fait secouer, on a le mal de mer, il y a du vent, des vagues, c'est pas toujours drôle. Mais après, quand tu t'y fais, t'as l'impression d'être sur terre. Le village de Mohamed n'est qu'à 30 km de la mer, mais 30 km de montagnes abruptes et de déserts hostiles. Bientôt, grâce à Mohamed, le poisson fera ce voyage pour nourrir les habitants de la montagne. Ces jeunes ont été sélectionnés par le gouvernement. Après le stage, on va leur donner un bateau, des filets et tout le nécessaire pour s'installer sur les côtes du Sahel. À partir de là, ils pourront fournir du poisson à la population de leur région.
Si l'Érythrée forme aujourd'hui des pêcheurs, c'est que son secteur maritime, après 30 ans de guerre et d'occupation, est bien mal en point. Bateaux détruits ou hors d'âge, matériel perdu, pêcheurs exilés, les Éthiopiens ont laissé derrière eux une situation désastreuse. Aujourd'hui, l'Érythrée, pays neuf et pauvre, entend bien s'approprier ces ressources oubliées. Alors le gouvernement a décidé de tout faire pour accélérer la reconstruction de sa pêche artisanale. Comme beaucoup d'autres, Rachid s'est endetté. Depuis trop longtemps, il prenait la mer avec ses filets ramondés pour la 100e fois. Il a décidé de rejoindre la coopérative des pêcheurs et d'investir dans l'achat de nouveaux filets. Vous savez, j'ai pas eu peur du crédit, car on m'a expliqué toutes les facilités qu'offrait le gouvernement. Ce crédit, c'est pour moi le moyen de travailler. Si je n'arrive pas à gagner suffisamment pour rembourser tout de suite, ils sont prêts à patienter pour me laisser plus de temps. Bien sûr, Rachid aurait besoin d'un nouveau bateau. La coopérative en a promis, et d'ailleurs plusieurs sont déjà arrivés, mais les moteurs manquent toujours à l'appel. La production de poissons reste très inférieure à celle d'avant-guerre, même si elle augmente petit à petit depuis 3 ans. Pourtant, le gouvernement aide ces pêcheurs en achetant directement leurs marchandises pour la vendre ensuite à l'intérieur des terres. Il faut dire que tous ces boutres bigarrées ne sont souvent que de passage dans le port de Massawa. Avec les années de guerre, les pêcheurs ont souvent trouvé refuge au Yémen. Aujourd'hui, ce pays qui n'est qu'à 2 jours de mer est resté leur principal marché. L'enjeu pour l'Érythrée, c'est bien de se réapproprier cette richesse qui lui échappe encore trop souvent. Ali Moussa est patron pêcheur. Il l'avoue, il vend 3 fois plus de poissons au Yémen qu'en Érythrée. Là-bas, il a pris ses habitudes, mais surtout, on y consomme du poisson depuis toujours. Le problème ici, c'est que le poisson ne rapporte pas beaucoup d'argent. Mais surtout, si 5 ou 6 bateaux apportent leur poisson en même temps, il y en a trop. Le marché local ne peut absorber toute cette quantité. Quelquefois, ça nous prend beaucoup de temps pour vendre notre poisson, et il arrive même qu'on soit obligé d'en jeter. C'est pour ça qu'on est obligé d'en vendre au Yémen. Quand ils vont au Yémen, les pêcheurs font parfois escale sur l'île de Dahlak. Dans les années 30, les Italiens en ont fait une île prison pour tous ceux qui s'opposaient à leur mainmise. C'est encore elle que les Soviétiques choisissent en 1978 pour y installer une base militaire et navale. Dans le plus grand secret, des milliers de conseillers militaires s'installent sur l'île. 13 ans plus tard, début 91, les Soviétiques s'enfuient de Dahlak, abandonnant à la va-vite armes et bagages. Chaque matin, Ahmed traverse les décombres de la base, livré désormais au vent et au soleil. Seul avantage de la présence de l'armée rouge sur Dahlak, ce boulevard démesuré. En fait, une piste d'atterrissage de 2 km de long qui coupe l'île comme une cicatrice géante. Ahmed est un ancien fighter.
Il a combattu pendant 13 ans dans les maquis érythréens. 3 fois blessé, 3 fois, il est retourné se battre. Ahmed est le représentant du ministère des Pêches. Il est aujourd'hui démobilisé, mais n'a pas pour autant cessé le combat. Nous combattons toujours, car ici, il y a beaucoup de problèmes qui subsistent. Et pour résoudre tous ces problèmes, les problèmes des pêcheurs, de l'agriculture, il nous faut de l'argent, mais surtout beaucoup de temps. La présence d'Ahmed sur Dahlak symbolise la volonté de l'Érythrée d'associer tous ses pêcheurs au développement du pays. Une tâche difficile, avec des moyens dérisoires. Cette fois encore, le représentant du ministère ne pourra empêcher le départ de ce requin séché pour le Yémen. Tant que des bateaux ne viendront pas du continent pour collecter le poisson des pêcheurs de Dahlak, Ahmed ne pourra que constater cette fuite des ressources. Mais Ahmed, c'est aussi le bon samaritain de l'île. C'est lui qu'on appelle quand un problème se pose. Car s'il veut discipliner ses pêcheurs, Ahmed sait qu'il doit avant tout les aider. Un rocher mal placé, une vague un peu forte, et c'est le drame d'une famille. Abdallah et son frère ne sont pas sortis en mer depuis une semaine déjà. On n'a pas les moyens d'acheter un nouveau bateau, ni même de l'amener ici. Alors même si les nôtres sont très anciens, que nos pères les utilisaient déjà, il va falloir les réparer nous-mêmes, une fois de plus. Je ressens beaucoup de tristesse dans mon cœur pour ce problème. Mais que faire? J'ai pris toutes les informations et je vais essayer. Je vais envoyer un rapport au ministère. Mais ce n'est pas le seul problème. Tous les bateaux ici, 80 à 90% sont en mauvais état. Je suis ici, je vis avec les pêcheurs. S'ils travaillent ici et qu'ils deviennent heureux, alors je le serai aussi. Mohamed, lui, n'est pas encore pêcheur. Il est un peu à l'image de son pays, l'Érythrée, en apprentissage. La mer, ils l'ont gagnée après une guerre trop longue. Ce n'est que le début de l'aventure. Aujourd'hui en Érythrée, la guerre c'est le passé. Mais nous devons tous participer à une nouvelle bataille, celle de la mer que nous devons mieux connaître. Bientôt, Mohamed et ses copains quitteront Massawa pour retourner chez eux et y ramener la mer comme ils en ont fait le serment. Déjà, les novices ont trouvé leur place au café des pêcheurs. Ils sont un peu des leurs. Ils savent que si demain l'Érythrée devient un grand pays de pêche, ils y seront aussi pour quelque chose. L'avenir du pays est plutôt dans la mer. Mon souhait, c'est que les gens comprennent combien la mer peut nous apporter. À moi maintenant de transmettre cette idée à tous les Érythréens. مدد علي لالي لي فلا لنوس مدد علي لالي لي فلا لنوس وشانت من بقما لرب اللي سلما ومن تلانكما ورحكم سلما عدها للرياح فلالي